Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission préférée, le Grand Oral, que nous animons depuis notre nouveau studio baptisé Ablaye Biotchani. Pour ce nouveau numéro, nous recevons Dr Pierre Janton, neurologue et surtout épileptologue, avec qui nous discuterons des questions ayant trait à l'épilepsie. J'anime cette émission, comme toujours, avec mon confrère Aboubakar Tako. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour, docteur Janton. Bonjour, bonjour. Très content d'être parmi vous. Merci. Docteur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour mieux nous éclairer sur l'épilepsie. Docteur, qu'est-ce que l'épilepsie et doit-on avoir peur de cette maladie? Alors, l'épilepsie, c'est une maladie qui est un peu bizarre, puisque en fait, on décrit comme épilepsie les symptômes d'une atteinte du cerveau qui peut être de cause très variable. Les symptômes étant ce qu'on appelle des crises d'épilepsie, c'est-à-dire des phénomènes de courte durée qui changent complètement le comportement de la personne. Ça peut être en négatif, c'est-à-dire c'est une absence, la personne s'arrête comme ça. Ça peut être en positif, c'est-à-dire qu'il se met à bouger, il se met à parler dans tous les sens, et ça va jusqu'à ce qu'on connaît en général dans le grand public, c'est-à-dire la grande crise d'épilepsie, dont le nom technique est la crise généralisée tonico-clonique, qui se traduit par des secousses extrêmement violentes, une chute et un coma qui peut durer un quart d'heure ou 2 heures. Donc ce sont des symptômes très variés, et une personne qui a tendance à faire des crises d'épilepsie est porteuse d'une maladie qu'on appelle l'épilepsie. Et le Bénin a organisé cette année comme l'an dernier, puisque c'est la 2e journée nationale organisée par la Ligue béninoise contre l'épilepsie. Ce sont en fait 3 journées de discussion, de réflexion autour de l'épilepsie qui avaient lieu ces jours-ci à Cotonou. Est-ce qu'on doit avoir peur de cette maladie? Pardon? Doit-on avoir peur de cette maladie? Alors, moi je dirais non. Depuis l'Antiquité, depuis des milliers d'années, cette maladie a un retentissement et une image très supérieure en fait au risque réel que représente la maladie. La maladie en elle-même est en général pas très grave. Il est vrai que dans des crises très fortes, on peut se blesser. Il est vrai que dans des crises particulières, on peut commettre des bêtises, mais en général sans agressivité, sans méchanceté particulière. Mais l'image de ces personnes qui perdent le contrôle de ce qu'elles font pendant un court moment est très négative. Les gens s'en méfient, le public pense qu'il y a des problèmes de malédiction, il y a des problèmes de malédiction familiale, il y a des problèmes de sorcellerie éventuellement, et ce n'est pas limité à la société béninoise. Moi je viens d'un pays dit riche et développé, dans lequel les problèmes restent tout à fait le même. Donc le problème fondamental pour nos patients, c'est qu'ils subissent des conséquences qui sont très très exagérées par rapport aux conséquences réelles et objectives de leur maladie. Et l'objet des journées béninoises contre l'épilepsie, pour lesquelles je suis venu à Cotonou cette année comme l'an dernier, était justement de lutter pour améliorer le sort des patients qui présentent des crises d'épilepsie. L'épilepsie chez nous, docteur Janton, c'est causé comme une sorcellerie. Nous sommes encore dans cet univers où on attribue tout à la sorcellerie. Chez nous, ce n'est pas facile pour un épileptique d'être accepté dans la société. Alors, pour vous qui avez vécu dans un milieu plus développé où la stigmatisation doit avoir diminué, je pense, quel conseil donnez-vous aux Africains, en l'occurrence aux Béninois, puisque vous venez de suivre un congrès, pour la deuxième fois au Bénin sur la question. Quel conseil vous donnez aux Béninois en général pour qu'ils acceptent les patients de cette maladie? Alors je dirais aux Béninois, aux Africains en général, disons aux subsahéliens, je leur dirais d'abord n'ayez pas de complexe parce que vous n'êtes pas plus bêtes, vous n'avez pas davantage de préjudices que les autres. Les mêmes préjudices existent aux États-Unis, en France, en Chine, au Japon. C'est la même chose. L'attitude du public par rapport aux patients épileptiques est en gros la même. Alors qu'est-ce qu'on peut faire progresser? Eh bien, on peut faire progresser les connaissances. Et ceci
amène lentement des progrès dans la compréhension par le grand public de ce qu'est l'épilepsie, et ça diminue, mais lentement, ça ne vient pas très très rapidement malheureusement, les préjugés, les attitudes négatives. Les attitudes négatives pour la vie d'une personne qui a des crises d'épilepsie, c'est tout. C'est l'intégration à l'école, c'est l'intégration dans le milieu du travail, c'est la possibilité éventuellement de conduire une voiture, alors qu'on ne peut pas si les crises sont actives, mais on peut si on a peu de crises, si les crises sont uniquement pendant le sommeil, etc. La possibilité de fonder une famille. Il y a encore des préjugés qui font que, on dit, une personne épileptique ne doit pas se marier, ne doit pas avoir d'enfants. Pourquoi ne doit pas avoir d'enfants? On pense que c'est héréditaire. Les formes héréditaires sont extrêmement rares. En général, ce n'est pas une maladie héréditaire, mais d'un autre côté, on n'admettrait pas que son fils ou sa fille épouse un partenaire qui risque de présenter des crises d'épilepsie. Donc voilà, c'est tous ces phénomènes de rejet, de difficulté pour les patients épileptiques qu'il faut essayer de réduire et d'éliminer petit à petit. Alors on y arrive par certaines lois, il y a des lois à prendre par le gouvernement, donc une action politique. Et on y arrive également par l'information, c'est une action plus culturelle. Oui, vous avez dit tout à l'heure que l'épilepsie, la propension que cela soit génétique est moindre. Ça veut dire que ça existe, que ça soit génétique. Ça existe, ce sont des maladies très rares, des maladies héréditaires qui se traduisent par une épilepsie et en général par d'autres symptômes, et ce sont généralement des maladies graves. Mais l'épilepsie, moi je dirais dans 99% des cas, n'est pas une maladie héréditaire, ou alors le facteur héréditaire il est très réduit. C'est-à-dire que par exemple... Il peut s'expliquer comment ce facteur héréditaire? Eh bien, vous avez très simplement dans le cerveau des membranes qui permettent de communiquer entre les cellules nerveuses, et dans ces membranes il y a des récepteurs qui déclenchent un peu la sensibilité aux décharges électriques de ces membranes. Et certaines personnes ont des récepteurs qui sont un petit peu plus sensibles aux décharges électriques. Bon, alors ça, en gros, quand vous avez, pour expliquer les choses simplement, n'importe qui en naissant a 2 à 3% de chance de faire un jour une grosse crise d'épilepsie dans sa vie. N'importe qui, vous, moi, votre voisine, votre boulanger, tout le monde. Maintenant, quand l'un de vos parents a ce genre de problème, vous avez, au lieu d'avoir 2-3% de chance, vous avez 4% de chance. Il y a un facteur héréditaire, mais il est ridiculement faible, donc on n'en tient pas compte. Ça, c'est vrai pour tout le monde, et très rarement, il y a des maladies héréditaires avec épilepsie, mais ça n'explique pas les épilepsies qu'on voit dans la rue, etc. Ça explique des épilepsies dont on s'occupe dans les centres très spécialisés, parce qu'elles sont en général très graves. Ça ne correspond pas à l'image qu'on se fait de l'épileptique dans la vie de tous les jours. Oui, vous venez de parler de sensibilité de neurones. Cela me fait croire à l'idée de certains charlatans qui stipulent que quand vous êtes alcoolique, quand vous prenez beaucoup d'alcool, si vous étiez au départ un épileptique, que vous n'allez pas faire de crise. Est-ce que cela s'explique? Alors, c'est à la fois vrai et faux. C'est très amusant parce que ça fait 2 ou 3 siècles qu'on rend l'alcool responsable de nombreuses épilepsies, et c'est vrai. C'est-à-dire que quelqu'un qui est devenu alcoolique, qui est devenu dépendant à l'alcool, le jour où il se met en privation d'alcool, a un risque très très augmenté de faire des crises. Oui, c'est pas ce que je dis. Sans prédisposition. Non, je dis, docteur, que... Voilà, alors, attendez, j'y arrive. Oui. Au contraire, on sait que quand quelqu'un fait des crises d'épilepsie, si on fait consommer de l'alcool une fois, une prise unique d'alcool une fois à quelqu'un qui n'est absolument pas habitué à l'alcool, on diminue temporairement pendant 1 heure ou 2 le risque de crise. Donc l'alcool, c'est vrai, a un effet de protection contre les crises, mais ça ne concerne que les gens qui ne le prennent jamais d'habitude et qui le prennent une fois, et c'est un effet transitoire qui dure 1 heure ou 2. Donc, boire de l'alcool pour éviter de faire des crises, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Je suis obligé de vous donner la vérité scientifique. Ça marche pendant 1 heure ou 2 chez quelqu'un qui n'a absolument pas l'habitude et qui ne prend pas l'alcool de façon excessive. Parce que si on monte dans les taux d'alcoolémie, à ce moment-là, le cerveau travaille de manière très anormale et c'est complètement différent. Et les baves, quand les épileptiques en crise
bave. Chez nous, au Bénin, Alors, les gens brûlent l'endroit. La bave, c'est une réaction végétative globale, hein, qui n'a comme des larmes, en même temps elle pleure, hein, c'est comme la bave, les larmes, des sécrétions. Il y a également au cours de crises, c'est uniquement dans les crises importantes, hein, dans les crises importantes, on peut perdre le contrôle des sphincters, donc on peut laisser partir les urines. Hein, on ne pisse pas volontairement au cours d'une crise, c'est simplement qu'on perd le contrôle. Et donc, si la vessie est pleine, elle se vide. En plein rapport sexuel. Au décours même de la crise, mais seulement dans les crises les plus fortes. La bave, on ne la voit pas dans toutes les crises. Oui, j'ai dit en plein rapport sexuel. Alors, les crises qui sont provoquées par les rapports sexuels, c'est une rareté. Ça existe, c'est une rareté. Au point que quand ça arrive, ça se publie encore. Ça se publie, ça veut dire qu'on fait un article en disant « J'ai vu un cas ». J'ai vu une personne dont la crise était provoquée par un rapport sexuel. C'est tellement rare que ça se publie. Donc c'est très rare. Il n'y a absolument aucun risque. Parce que je crois que le commun des mortels, pour éviter de prendre une partenaire épileptique, c'est peut-être... Mais pas avec vous, c'est situé que c'est un cas réellement rare. Je pense que l'orgasme protège contre les crises. Voilà, je dis ça, c'est pas vrai scientifiquement, mais ça pourrait rendre service à beaucoup de gens. À nous aller pour les rapports sexuels quand on est patient. Oui, pour ça, les rapports sexuels, c'est un peu du sport. Bon, abordant les activités... Oui, j'ai dit certaines mesures. C'est très anecdotique, c'est très anecdotique. Voilà, tu sais, c'est bon, abordant les activités physiques et sportives, est-ce qu'il est conseillé à un épileptique? Alors, il y a deux choses. Premièrement, la patiente qui est sujette aux crises d'épilepsie a intérêt à être dans la meilleure condition possible et à avoir un bon entraînement physique. Bon. Maintenant, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, des efforts physiques extrêmes peuvent déclencher des crises. Mais beaucoup plus souvent que des crises, je vous rappelle qu'un effort physique extrême, ça déclenche des malaises. Vous faites une syncope, ce n'est pas une crise d'épilepsie. Vous faites une chute de tension, vous tombez par terre, ce n'est pas une crise d'épilepsie, simplement vous faites un malaise parce que votre effort a été trop puissant. Donc, pour certains patients épileptiques, ils ont pu avoir dans leur vie des crises déclenchées par des efforts extrêmement importants. Moi, je dirais courir un marathon ou grimper une montagne à 8 ou 10 km/h en marchant à toute vitesse pendant 10 km, etc. Des efforts qui sont complètement inhabituels. Mais l'entraînement physique normal habituel, faire 1 heure de natation à la piscine, courir 5 km le soir, faire du jogging, etc. Au contraire, c'est recommandé. Donc, en gros, sauf cas exceptionnel, il n'y a aucune restriction aux activités physiques. Docteur, vous êtes médecin. Est-ce que vous est arrivé de déconseiller à un club de football, si vous êtes dans le milieu, un joueur parce qu'il est épileptique? Non, non. Alors, les sports déconseillés, mettez-vous à la place des patients, vous connaissez le patient, il va faire une crise. Quand vous déconseillez les sports où il y a un risque réel pour le patient ou pour les autres. Alors, qu'est-ce que je déconseille? La plongée sous-marine. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que les crises sont plus fréquentes, mais si on fait une crise à moins 50 mètres en plongée sous-marine, on peut y passer. Je déconseille le deltaplane. Pareil. Si vous faites une crise en deltaplane, que vous perdez le contrôle de votre truc, là, vous tombez. Et encore, je dis aux gens, après tout, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous déconseille, mais c'est un risque individuel. En plongée sous-marine, si vous faites la crise, vous allez mourir. Mais vous allez tuer personne. J'ai eu un cas d'un jeune garçon de 13 ans qui courait en Formule 3. Ils sont quand même à 280 km/h sur les circuits. Alors là, j'ai dit, c'est pas prudent. C'est pas prudent. Il avait peu de risques de faire des crises, mais j'ai dit, ça c'est pas prudent, je l'ai quand même déconseillé. De le laisser faire ça, parce que là, il peut éventuellement entraîner des dégâts pour d'autres. Mais en général, si vous considérez le fait que le patient peut faire une crise, vous réfléchissez aux conséquences de la crise pour lui-même et pour les autres. S'il joue au ping-pong, champion de tennis de table, quel est le problème? S'il joue au foot, quel est le problème? S'il fait une crise, s'il fait 2 crises par jour,
il va foutre son équipe en l'air, donc ils ne vont pas le prendre. Mais s'il est excellent et qu'il fait une crise tous les 6 mois, il peut jouer. Donc il faut tenir compte du risque réel de crise et des conséquences réelles d'une crise. Est-ce que vous connaissez de patients Voilà. qui soient épileptiques, mais pratiquant le football au haut niveau? Football, tennis. Vous en connaissez? Ah, bien sûr. Ah, bah, bien sûr, le football, il y a plein. Tous les jeunes dont je m'occupe qui font des crises d'épilepsie, ceux qui n'ont pas de handicap associé, de handicap moteur, etc., ils jouent au foot, ils jouent au basket, au volley, ils font des jogging avec leurs copains, ils font même du vélo. Voilà. Donc, soyons raisonnables, on interdit le moins de choses possible, et quand on interdit, c'est vraiment pour des raisons objectives de sécurité pour la personne, pour les autres. Docteur, quels sont les... J'ai une question. Okay. Est-ce qu'en France, on peut accepter comme conducteur de train, de métro, une personne vivant avec cette maladie? Alors, le conducteur de métro, il n'y en a pas beaucoup. S'il y en a beaucoup, c'est les conducteurs de poids lourds. Alors là, il y en a énormément. Hein. Des conducteurs de métro, il y en a quelques centaines. Des conducteurs de poids lourds, il y en a des dizaines de milliers. Donc c'est ça le problème que j'ai en pratique. Alors, en général, je déconseille aux patients qui ont une épilepsie, même si elle est bénigne, même s'ils ne font pas beaucoup de crises, de s'orienter dans un métier comme ça. Parce que si un jour, par accident, ils oublient de prendre leur traitement, je ne sais pas quoi, ils font une crise, on va leur dire « tu ne peux plus conduire ». Donc c'est une catastrophe économique pour le patient, pour sa famille. Je leur déconseille. Maintenant, s'ils conduisent, il est clair que là, on fait très très attention. Il y a une contre-indication qui n'est pas absolue à 100%, mais je dirais qui est à 95%. Parce que pour les laisser conduire un poids lourd, un bus, un car scolaire, un train, un métro, à des personnes qui sont soignées pour épilepsie, il faut vraiment avoir une certitude très très importante qu'il ne risque vraiment pas de crise, que le sujet soit soumis à des contrôles réguliers, qu'il les accepte, etc. Donc en général, la conduite d'un véhicule important impliquant le transport de passagers ou impliquant des risques importants pour les autres conducteurs, on est quand même très sévère. On est un peu moins sévère pour les conducteurs de taxi, parce qu'ils transportent 1, 2 personnes, 1, 2, 3 personnes. On fait quand même très attention. Hein, donc on ne laisse pas un patient soigné pour épilepsie conduire un taxi comme ça. On prend des précautions vis-à-vis du patient, de l'employeur, etc. Et en dehors de ça, on essaye, pour simplifier la vie des gens, de ne pas les orienter vers ces métiers-là. De leur dire, écoutez, évitez, parce que si vous insistez dans ce métier-là, vous cherchez les ennuis. Contre-indication absolue, pilote d'avion. Là, c'est niet. Hôtesse, personnel embarqué. Steward, hôtesse, personnel embarqué des compagnies aériennes, niet. Jusqu'à il y a très peu de temps, impossible d'être curé, prêtre, chez les catholiques. C'est parce que l'épilepsie était considérée comme un signe de possession. Ça a été changé depuis le Concile de Vatican II, donc ça fait une 60aine d'années. Voilà, et il y a des choses comme ça pour lesquelles la situation évolue. Dans l'armée, maintenant, ça reste très difficile. L'armée est extrêmement réticente. Donc, un patient ayant théoriquement un risque de crise peut faire l'armée, mais il ne sera jamais dans la partie active. Il peut être dans l'administration, dans les secours, dans les soins, etc. Mais il ne sera pas dans les bataillons d'attaque. Oui, j'ai une question concernant les conditions sociales et professionnelles des patients de ce mal. Au Bénin, si le professeur Adjien était de la partie, je serais allé à lui poser cette question parce que d'habitude chez nous, c'est le cas encore en Occident, quand nous avons une élection présidentielle, les candidats font objet d'une visite pour voir s'ils ont la disposition mentale, sanitaire pour être candidat. Si au cours de cet exercice, vous constatez que le candidat est épileptique, qu'est-ce que vous allez mettre dans le rapport? Alors, moi je dirais qu'il faut être pratique. Je pense qu'il vaut mieux se battre dans d'autres domaines que dans celui-là. Là, on dit, pour l'instant, écoutez, faites attention, renoncez peut-être à cette orientation-là. Il y en a d'autres qui sont possibles et pour lesquelles on va vous soutenir.
En France, les pompiers, par exemple, en ce moment, j'ai eu beaucoup de cas. Ils sont refusés dans les actives aussi, ceux qu'on appelle quand il y a un incendie ou une catastrophe. Bon. Voilà. Donc moi je dirais, pour des cas comme ça, je dirais, il vaut peut-être mieux se battre pour des causes un peu plus faciles. Oui, j'ai dit, un candidat à la présidentielle, si c'est vous qui les amenez. Alors, à la présidentielle, parce que moi je pensais candidat à une carrière... non, candidat au poste de président de la République. Alors, je dirais qu'il n'y a pas de contre-indication. Parce que j'ai parlé de tous les métiers. Maintenant, les métiers, les enseignants, les patrons d'université, les choses comme ça, les directeurs dans les compagnies privées, aucune restriction. Dans la politique en général, je ne vois pas pourquoi ce serait une restriction, sachant que les candidats à des postes élevés, je ne parle pas que des présidents, parce que vous en avez un, on en a un aussi, mais en dehors du président, il y a plein de gens importants dans les gouvernements. Qu'est-ce que représente concrètement pour le pays le risque que cette personne fasse un malaise pendant 10 minutes, un quart d'heure, une fois par an? Rien, c'est pas un risque. Donc moi je dirais qu'il n'y a pas d'obstacle particulier. En revanche, dans des postes de sécurité extrême, là, on déconseille. Donc des postes militaires très élevés, des choses comme ça. La sécurité nucléaire en France, vous savez, dans les fabriques nucléaires, les postes de sécurité, on se dit, on peut pas, le risque est très théorique, la pauvre personne, mais on peut pas laisser ça. Donc pour les carrières politiques, c'est pas vraiment un problème. Et docteur, abordant toujours dans le même sens, il y a de ces grands hommes. Je me rappelle au cours des deuxièmes journées qui viennent de s'achever, le professeur Agin évoquait Jules César qui est épileptique. Il y a de ces grands hommes-là qui sont épileptiques. Alors, Jules César était épileptique. Oui, alors César était épileptique, alors maintenant on dit que Napoléon était épileptique, donc vous voyez parler de président, bon, on a eu un président empereur, nous, hein. Napoléon, on dit qu'il était épileptique, j'y crois pas trop. En fait, les grands hommes épileptiques, c'est peu des hommes politiques, c'est surtout des écrivains, des artistes. Là, il y en a beaucoup. Dostoïevski l'était, Flaubert en France l'était de manière certaine, et d'autres aussi. Donc, pour des artistes, il y a quelques acteurs de cinéma pour lesquels on l'a dit aussi, aucune gêne, aucun problème, mais une carrière artistique, pourquoi pas. Est-ce que vous qui êtes médecin et qui êtes au fait de cette réalité, est-ce que le fait d'être épileptique prédispose dans une certaine mesure à une grande intelligence? Non. Pas de rapport. Non. Mais les neurones travaillent... C'est comme si vous me dites, est-ce que le fait d'être homosexuel, ça prédispose à mieux danser, par exemple, qu'un hétérosexuel? Le cas est là. Ou être plus élégant. Docteur, parlons de ce domaine-là. Les artistes, les grandes réussites sont souvent homosexuels. Et c'est là, moi, dans ma petite tête, je vous dis que peut-être que le fait d'être homosexuel accroît, dans une certaine mesure, la capacité cognitive d'un homme. Non. Les grands artistes, ils sont souvent homosexuels. Non, alors, il y a, dans l'épilepsie, pour être plus sérieux, il y a une proportion de patients qui ont des lésions cérébrales. Et leur épilepsie est liée à l'existence de lésions cérébrales. Alors, ces patients peuvent avoir des déficits cognitifs, donc un retard intellectuel, des déficits plus particuliers, des paralysies, difficultés à écrire, à parler, etc. Donc moi je dirais que globalement, quand vous regardez tous les patients avec épilepsie, vous n'avez certainement pas une tendance à des patients géniaux. Vous avez une proportion de patients qui ont des difficultés cognitives, qui sont handicapés. Ça représente, à mon avis, dans les 10-15% des patients. Et la grande majorité des patients est comme tout le monde, ni mieux ni pire. Oui, pour l'Alzheimer, est-ce qu'un épileptique a plus de chances à ces derniers jours de faire cette maladie? On a regardé ça depuis très longtemps, non. Il n'y a pas d'augmentation de prévalence de l'Alzheimer. En revanche, il y a une diminution de cas de maladie de Parkinson chez les patients épileptiques et d'épilepsie chez les patients qui ont une maladie de Parkinson. C'est deux maladies qui ont l'air un petit peu antagonistes. Bon, c'est pas non plus exclu, on peut avoir les deux, mais la proportion est inférieure.
Et docteur, il y a une question que je pense que les téléspectateurs doivent être en train de se poser. Peut-on guérir de l'épilepsie? Non seulement on peut, mais c'est la majorité des cas. Alors, on ne parle pas de guérison, parce qu'on ne sait jamais. Refaire une crise 5-10 ans après, ça peut toujours arriver. On parle de rémission. Et on constate, après, avec un recul important, quand on s'occupe de patients pendant 20, 30, 40, 50 ans, eh bien on constate qu'il y en a une majorité qui s'arrête de faire des crises. Donc, la majorité des patients, bon, je ne dirais pas guérissent, mais entrent en rémission définitive. Voilà. Mais tout ça, il faut très longtemps. Et il est pratiquement impossible, en dehors de certaines situations privilégiées, de dire à une personne à un moment, toi, dans 10 ans, tu ne feras plus de crise, ou dans 15 ans, tu n'en feras plus. On peut leur dire, vous avez plutôt une forme d'épilepsie qui a tendance à disparaître avec le temps, mais attendrons, on en reparle dans 10 ou 15 ans, ou vous avez plutôt une forme d'épilepsie qui a tendance à ne pas disparaître avec le temps. Là, il y a des éléments qui permettent de parler un peu sur ce ton-là, mais ils ne sont pas formels à 100%. Donc on est toujours très prudent. C'est absolument faux de dire aux gens, toi de toute façon ton épilepsie elle va guérir, ou bien toi de toute façon ton épilepsie elle guérira jamais. C'est faux, on prend des risques de mentir, de ne pas être correct sur le plan scientifique, et en plus de perdre la confiance des patients. Donc il faut être prudent. Avec l'évolution de l'imagerie médicale, vous, médecins, est-ce qu'il vous arrive d'identifier la zone qui pourrait être la cause de cette maladie et d'y remédier en y appliquant une thérapie clinique? Alors, c'est quelque chose que j'ai vécu parce que j'ai connu dans les années 80, quand j'étais jeune médecin, j'ai connu l'arrivée de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui est pour les patients épileptiques l'examen qui donne les plus précises évaluations morphologiques du cerveau, donc qui détecte le maximum de lésions dans le cerveau. Et c'est vrai que notre attitude a complètement changé. Donc maintenant, on détecte des lésions qu'on ne voyait absolument pas auparavant. Alors, ça nous permet d'avoir une catégorie d'épilepsie expliquée par l'existence de lésions cérébrales qui a augmenté. Avant, dans les années 60-70, on disait toujours il y a 80% des épilepsies pour lesquelles il n'y a pas d'explication. Maintenant, il y en a 30-40%. Les autres, maintenant, on explique pour différentes raisons. Alors, la génétique, c'est une des raisons, c'est de la biologie. Et l'imagerie, c'est l'autre raison, ça a montré les lésions. Alors, le fait d'avoir une lésion dans le cerveau, ça permet d'être beaucoup plus précis. Ça permet dans certains cas, mais ils sont malheureusement assez peu nombreux, d'agir, d'opérer la lésion et de supprimer l'épilepsie. Pourquoi ils sont peu nombreux? Eh bien parce que quand on opère une lésion dans le cerveau, on crée une autre lésion, donc c'est pas évident. Que la plupart des lésions ne représentent pas une cause extrêmement virulente d'épilepsie, donc avec les médicaments on soigne et ça se passe très bien. Que ces lésions ne sont pas évolutives, ce n'est pas des tumeurs qui vont grossir, donc on n'a pas de raison de les opérer, sauf pour éliminer l'épilepsie, et ça c'est pas très facile. Donc dans certains cas, la découverte d'une lésion peut amener à opérer, enlever la lésion et espérer guérir l'épilepsie, mais ces cas sont malheureusement assez peu nombreux. Moi je dirais que pour les lésions cérébrales, il n'y en a pas 1 sur 10 qui justifie une opération. Voilà. Donc il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions dans ce domaine-là. Et quels sont les bons réflexes à avoir en cas de crise et quels sont les conseils que vous donneriez à nos téléspectateurs? Alors, le premier conseil en cas de crise, ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas. Le risque de quelque chose de très grave, il est extrêmement faible. Il faut éviter que la personne se blesse. Alors, on parle des grosses crises où ils peuvent tomber, donc on les empêche de tomber violemment, on les pose par terre. Et une fois qu'ils sont par terre, on les met en position pour qu'ils ne se fassent pas mal en bougeant. On met peut-être un oreiller ou un vêtement plié sous la tête. Et on les met en PLS. Pourquoi en PLS? Parce que quand on est sur le côté,
on ne va pas avaler, si on vomit, on ne va pas avaler ça dans les poumons. Ça peut être embêtant. En dehors de ça, on attend que ça passe, on laisse le sujet dormir tranquillement et on le laisse se réveiller et après il sera bien. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de la contention, c'est-à-dire l'empêcher de bouger. Parce que la personne qui est en crise d'épilepsie ne se rend pas compte exactement de ce qui se passe et si vous l'empêchez de bouger, elle se sent menacée. Donc là, elle va essayer de se libérer, elle va taper, elle va cogner. Donc surtout pas. Bon, il y a des patients béninois qui se plaignent, mais si nous sommes à la fin de cette émission, est-ce que durant les 2 jours que vous avez passés ensemble, est-ce que vous avez pu régler le problème de la prescription médicale? Parce que les patients se plaignent de ce que, quand la prescription se fait aujourd'hui, par la suite, les pharmaciens ne sont plus d'accord à remettre le produit parce qu'ils estiment que cette prescription a une durée limitée. Je ne sais pas, c'est un problème légal. Quand vous faites une prescription, je pense que le professeur Adjien pourra vous le confirmer, vous marquez dessus, je prescris ça pour telle durée. Moi, je marque sur mes ordonnances pour 1 mois, pour 3 mois, pour 6 mois. Et le pharmacien va le donner pendant 1 mois, pendant 3 mois ou pendant 6 mois, selon ma prescription. Donc, c'est la faute au médecin. C'est écrit dessus. Donc, après, le patient, je lui dis, voilà, je vous prescris ce médicament, vous le prenez pour 3 mois, mais il faut qu'au bout de 3 mois, votre médecin vous fasse une autre ordonnance. Vous revenez me voir, je ferai une autre ordonnance. J'espère bien que les jours de travaux que vous avez fait, on peut conclure à cette résolution où les médecins doivent pouvoir être disponibles pour ces ordonnances. Le problème qui est plus fréquent, en fait, c'est que c'est l'inverse, c'est les patients qui arrêtent le traitement parce qu'ils estiment, ils ont fait 2-3 crises d'épilepsie, ils vont voir un neurologue, ici au Bénin, le neurologue fait bien son boulot, il dit bon, vous avez besoin de tel traitement, il leur donne le traitement, ils le prennent pendant le traitement pour 3 mois, ils le prennent pendant 3 mois, ils font plus de crise. Ils disent bon, ça y est, je suis guéri, c'est fini. Donc ils arrêtent et hop, ils refont des crises. Parce que l'épilepsie, ça ne se soigne pas sur une durée brève. Pour arrêter les traitements chez quelqu'un qui a fait des crises, il faut attendre 2 ou 3 années sans crise avec les médicaments. Donc c'est pas un traitement comme une angine, on traite par antibiotique pendant 1 semaine et puis la fièvre est retombée, il n'y a plus d'angine, c'est fini. Non, là non. C'est un traitement, le traitement qu'on donne, c'est un traitement qui empêche les crises de s'exprimer, mais il ne soigne pas vraiment la maladie. C'est un traitement, nous on dit symptomatique. Il empêche la crise de venir, mais si on supprime le médicament, la crise elle revient. Donc pour que la maladie change et que la crise n'ait plus tellement tendance à revenir, il faut attendre beaucoup plus longtemps. Mais avec vos années de pratique de médecine contre cette maladie, est-ce que vous pouvez aujourd'hui conseiller les rapports sexuels aux patients pour être quelque chose de thérapeutique? Alors, je conseille les rapports sexuels consentis et avec un partenaire ou une partenaire digne d'intérêt. Voilà. Non, en fait, il n'y a aucun risque particulier à avoir des rapports sexuels. Ça fait partie de l'équilibre psychologique de l'individu. Donc, moi, je leur dis, vivez votre vie. Donc, vivez, faites l'amour alors. Voilà. Ok, professeur, on ne va pas finir cette émission sans aborder ce qui vous a amené au Bénin. L'année passée, vous étiez là pour les premières journées béninoises de l'épilepsie. Cette année, la 2e journée de l'épilepsie encore, la 2e journée béninoise de l'épilepsie. Au regard de tout ce que vous avez eu à discuter, à échanger durant les 3 jours, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de ces journées? Eh bien, je pense que grâce aux efforts en particulier du professeur Adjien, qui s'est beaucoup remué pour mettre en place la Ligue béninoise contre l'épilepsie et les journées béninoises de l'épilepsie, je pense que va augmenter petit à petit, malheureusement ça ne va pas très vite, mais petit à petit va augmenter le niveau de connaissance sur l'épilepsie dans la population générale, dans les médias. On en parlera peut-être différemment. La prochaine fois que vous aurez un fait divers, par exemple, on vous dit un fait divers, un patient épileptique a assassiné 5 personnes, vous vous direz oh ça c'est une grosse connerie, je vais aller regarder de plus près et en fait vous verrez que c'est absolument pas ça, on raconte n'importe quoi. Voilà, donc améliorer les connaissances et pour le sujet de cette année,
C'est vrai qu'améliorer les connaissances, c'est la première condition pour améliorer le sort, la vie quotidienne des patients, que ce soit dans le domaine scolaire, dans le domaine affectif, dans le domaine professionnel. Dans tous les domaines de la vie, on ne doit pas les considérer comme des possédés, des anormaux. Ils sont malades, ils font de manière très espacée des épisodes pendant lesquels ils font des choses que leur cerveau ne commande pas vraiment. Et en dehors de ça, c'est des gens tout à fait normaux. Et donc ça se soigne très bien. C'est une des maladies neurologiques qui se soigne le mieux. On peut considérer que 75 à 80% des patients épileptiques soignés ne font plus de crise. Au Bénin, vous avez en gros, moi je dirais, au pif comme ça, 70 à 80 000 personnes épileptiques. Avec une épilepsie active, ça fait beaucoup. Et là-dessus, avec les soins, vous devriez en avoir 10 000 qui posent des problèmes, 10 ou 15 000. Et les autres, vous ne devriez même pas le savoir, ils ont un traitement, ils ne font pas de crise, personne ne s'en rend compte, eux non plus. Et on passe à autre chose. Ok, merci merci de nous avoir éclairés. Nous sommes au terme de cette émission-là. J'espère que nos téléspectateurs ont mieux appris par rapport à cette maladie, l'épilepsie, qui est sujet à beaucoup de préjugés et qu'à partir d'aujourd'hui, ils n'auront plus peur de cette maladie-là. Voilà, merci de nous avoir suivis. Prenez le prochain numéro. À bientôt.